Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Fondation Positive Planète et nous sommes heureux aujourd'hui de dialoguer avec Laurence de Villers. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Merci d'être avec nous à répondre à de nombreuses questions qui vont arriver. On est dans une période que beaucoup d'observateurs qualifient d'exceptionnelle. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle à plusieurs titres, aussi parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. On nous dit rien ne sera plus jamais comme avant. Le monde de l'après, après le 11 mai, date affichée du confinement, on l'espère, parce qu'au moment où l'on parle, le Premier ministre parle lui-même du déconfinement et on espère qu'il est bien, préservé au 11 mai. Mais avec vous, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur comment est-ce qu'on va vivre dans cette vie d'après. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en intelligence artificielle à la Sorbonne, que vous êtes chercheur au CNRS. Aujourd'hui, on va avoir cette discussion ensemble sur quelle digitalisation de nos modes de vie après le Covid-19. Et j'en profite en préambule, avant de vous donner la parole, de citer plusieurs de vos livres. Le dernier sort aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu par un fait exprès. Ça s'appelle « La souveraineté numérique dans l'après-crise ». Ça sort à l'Observatoire et vous êtes plusieurs sous la direction de Muriel Beillard justement à donner votre avis sur ces questions. Et puis il y a deux livres qui sont assez attachants, que certains ont peut-être eu la chance de lire pendant le confinement. C'est d'une part Les robots émotionnels et puis d'un autre Les robots et les hommes, des robots et des hommes pour être précis pour le titre. Laurence de Villers, comment est-ce que vous voyez d'une manière un peu générale cette vie d'après et surtout au niveau du numérique? Alors, merci de me donner la parole sur ce sujet qui est mon sujet de recherche et aussi mon sujet maintenant d'engagement, puisque le numérique et l'intelligence artificielle peut rentrer positivement dans la société. Et je pense que l'après-crise devrait nous amener, si on n'est pas juste amnésique, à mieux considérer ces outils, puisqu'on les utilise de plus en plus. Quand vous êtes confiné, et on est beaucoup à l'être, on utilise ces outils pour parler avec ses proches, pour que les enfants apprennent à l'école, pour de la télémédecine, pour différents usages quotidiennement. Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas connectés et on peut aussi donc réaliser à quel point il y a une fracture numérique qui est importante à gérer dans l'après-crise. Donc je pense que ça, on le réalise. Le deuxième point qu'on doit réaliser, c'est cette forte dépendance qu'on a à la Chine. On l'a vu, on n'a pas de masque, on n'a pas de tests, on manque de médicaments qui sont fabriqués en Chine, donc on a une forte dépendance économique et industrielle qu'il va falloir changer. Et puis pour le numérique, on a une forte dépendance au GAFA et on en reparlera à travers cette application de traçage. Donc je pense que vous ne manquerez pas de me poser cette question. Le troisième point, c'est un point essentiel, c'est l'humanisme. Elle nous révèle cette situation de crise inconcevable. La veille ou l'avant-veille de tenir en confinement, jamais j'aurais pensé qu'on puisse être mondialement comme ça, tous privés de notre liberté et en plus tous d'accord, majoritairement, en grande majorité, pour suivre cette préconisation en responsabilité et en solidarité. Et donc, je pense que là, il y a un vrai sujet qui est le retour à une intelligence collective. Et j'espère avoir raison dans l'après-crise, c'est-à-dire qu'on va comprendre mieux l'intérêt du numérique, le comprendre en pensant qu'il faut être collectivement intelligent pour bien le manipuler et de façon éthique, et c'est le sujet de mes livres en fait, et puis que les politiques ne vont pas être amnésiques et dire d'un seul coup l'économie repart, et donc l'écologie, comme d'habitude, passe sous le tapis, l'éducation n'a rien changé, tout est pareil, et puis la médecine, pourquoi pas, on donne aussi peu de moyens aux hôpitaux. Donc ça va remettre au centre, et ça c'est très positif, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est certains métiers qu'il faut mettre en avant, c'est plus d'infrastructures dans d'autres choses, c'est cette fracture numérique et c'est remettre les gens, les individus, les citoyens au cœur du débat. Je vais commencer par la fin parce que j'aime bien faire ça. Et avant d'avoir les questions de ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, vous parliez d'une dépendance des GAFA. Comment est-ce que vous faites cette analyse? Bien, en fait, de façon très naturelle, tout le monde utilise son téléphone, par exemple, portable, qui a un operating system et qui dépend de deux grands GAFA, Google, si vous avez un Android, et Apple, si vous avez un iPhone.
Voilà. Ils ont le monopole. Actuellement, dans cette pandémie, on sait que le grand risque, c'est cette contamination très forte. Et du coup, pouvoir savoir si on a été proche de quelqu'un qui est testé comme étant contaminé pourrait être très utile pour éviter une contamination exponentielle, grave autour de nous. Alors, au lieu de penser que cet outil va nous aider, nous, on nous fait penser le contraire. Et pourquoi ? En parlant des données qui vont être collectées. En fait, il n'y aura pas de données collectées de point de vue médical. Il y aura une trace de téléphonie. Or, on a un GPS déjà activé. Google sait où on est. Il ne faut pas se leurrer, être totalement innocent. Les GAFA collectent nos données dans les enceintes vocales. Si vous avez un Google Home, ou si vous avez Alexa, Amazon ou même Siri, ils collectent toutes vos données. Et ça, on n'hurle pas après ça. Par contre, là, on veut faire un outil utile pour les personnes pour savoir si elles ont vu ou pas quelqu'un qui était contaminé et les aider à prendre conscience d'aller faire un test. Et là, on parle de traçage, ce qui est aberrant parce que ce n'est pas du traçage. C'est de l'information utile pour être plus alerté et aller se faire dépister. Et peut-être être en quarantaine, évidemment, pour protéger ses proches, ses voisins, ses parents. Voilà. Et donc, ce sens-là, il est essentiel. Et je pense que c'est incroyable qu'on ne voit pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un énorme lobbying des GAFA. Lobbying voulait dire pression, que ce soit au gouvernement, dans les médias, auprès de certains chercheurs, même éthiques, même dans l'éthique. On voit des personnes qui ont des postures, qui vont dire « Ah, mais là, cette application de traçage Covid, Stop Covid, dont on entend parler, qui serait faite par des acteurs français. Le 2 juin, Stop Covid. Voilà, c'est horrible, parce que ça va tracer nos données, collecter nos données. Donc, c'est des fake news, c'est de l'infox. Et puis, on oublie que si on n'a pas ça, on aura Google, Apple qui va tracer. Et il y a même un truc qui va encore plus loin. C'est que les pays autour, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Australie qui est beaucoup plus loin, qui ont décidé finalement de prendre une interface de traçage, on s'exprime mal quand on dit ça, avec Google, Apple, eh bien, vous disent attention, parce que si vous passez la frontière, c'est ce que disent les Anglais, eh bien, il faudra que vous preniez cette application de traçage. Donc, même si, de façon librement consentie dans notre pays, on était un tout petit peu plus en avance en se disant il faut rester souverain numériquement, au moins sur ce sujet de santé, eh bien, on sera peut-être obligé, et ça c'est une manipulation grave, d'avoir un autre système de traçage dès lors qu'on veut voyager dans d'autres pays autour qui n'ont pas respecté cette idée. Mais Laurence de Villers, lorsque vous dites, comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs, vous dites « et sinon », et vous ouvrez des grands yeux, « et sinon, Google et Apple vont se mettre à tracer ». Et si je vous réponds de manière candide, et alors, qu'est-ce qui va se passer, chère madame ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme d'habitude, rien de visible. Ça, soyez certains, la Terre ne va pas trembler autour de vous. C'est le problème de l'invisibilité, en fait, de ce qui se passe. Quand les gens, on leur dit vos données vont être capturées, tout de suite, ils ont l'impression que c'est des trucs physiques là, qui vont venir leur choper. En fait, toute la journée, ils donnent largement leurs données. Ce qui va se passer, c'est que ces accumulations de données permettent de faire des modèles de plus en plus précis et qu'on peut imaginer derrière, effectivement, des hégémonies, des territoires sur lesquels on ne peut pas développer. La preuve en est pour les GAFA. Je reviens sur l'autre idée. Le système qu'on développe va de toute façon dépendre du Bluetooth qui est sur votre téléphone, qui est donc une API de Google et d'Apple. Eh bien, Apple n'est pas d'accord pour ouvrir ce service pour un traçage qui ne viendrait pas de lui-même ou de Google. Oui. Donc là, c'est quand même une démonstration, si vous voulez, de cette souveraineté. Donc ça veut dire que dans notre propre pays, lorsqu'on veut faire des choses, des applications, on serait barré, la route serait barrée par les GAFA américains qui décideraient de notre politique de solidarité, d'entraide, de santé. Voilà. Je vous ai résumé la situation. Après, c'est invisible. Si je vous le dis, il faut me croire. Il faut lire ce livre que j'ai écrit, qui est un tout petit essai qui essaie de révéler ce qui est caché derrière toutes ces histoires. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'en sortie de crise, on ne soit pas encore plus dépendant d'un point de vue numérique de ces grands acteurs qui se sont précipités à partir du début de la pandémie pour offrir au gouvernement un Google avec Teams pour faire de l'audio dans l'éducation nationale. J'ai vu arriver aussi Facebook avec des tablettes pour les personnes âgées dans les EHPAD.
Vous voyez, donc tout ça est formidable. Regardez un tout petit peu ce qui se passe en Afrique. C'est la même chose avec les GAFA chinois ou les grands leaders chinois qui proposent des sujets, des objets ou des services qui sont quasiment gratuits. Et puis finalement, la dépendance arrive après. Et là, on se rend compte que ils veulent aussi gérer le port, ou ils veulent aussi gérer la poste, ou ils veulent gérer différentes entités du pays. Et ça, c'est le deal des GAFA. Donc cette dépendance qu'on pourrait avoir avec les Américains, il faut en prendre conscience. Qu'est-ce que ça va apporter demain? Est-ce qu'il y aura des situations dans lesquelles l'industrie française ne pourra pas faire ce qu'elle voudra? Et donc, on perd de cette décision, de cette gouvernance. Mais est-ce qu'on peut concurrencer? On a cité l'exemple de Quant. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut tracer via Quant? Alors, je pense qu'il faut différencier les choses. C'est-à-dire que peut-être que l'application de traçage, telle qu'elle est imaginée avec Bluetooth, n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, on est déjà tous localisés avec un GPS, de toute façon. Peut-être que si je voulais être plus efficace demain, ça serait peut-être la solution la meilleure, ponctuelle. Et je ne sais pas si Quant a une meilleure solution. Mais en général, il existe toujours des solutions locales qui sont moins avancées parce qu'on est en retard. On n'a pas pris le train quand il fallait. On a été très bon à un certain moment. On avait un Minitel, on avait des tas de choses, des téléphones. Mais là, à l'heure actuelle, on est en retard. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est se dire que, oui, sur certains marchés, il va falloir peut-être qu'on oublie des interfaces très faciles à utiliser, très ergonomiques et très invisibles, qui capturent nos données, pour aller prendre des outils un petit peu moins sexy, mais qui auront notre confiance. Je pense qu'il faut parler de confiance numérique le plus possible, mais en parler réellement, c'est-à-dire qu'il fallait soulever le tapis, quoi. C'est pas quand Google et Apple vous disent « faites-moi confiance » que ça résout le problème. On est en train de refaire le serpent 4 dans le livre de la jungle. Ouais. Laurence de Villers, sur la question, effectivement, et vous l'avez abordé un peu en préambule, du monde décarboné. Pourquoi est-ce qu'on oppose d'ailleurs tout le temps cette révolution numérique au monde décarboné, comme si ça ne pouvait pas aller de concert? Je pense que vous avez raison, hein. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le concevoir. Bien évidemment, lorsque je construis des machines, des robots ou des ordinateurs, je vais chercher des composants. Donc, il y a toute une économie de la construction de ces machines. Donc, le but, ce n'est pas d'en mettre partout, absolument pas. Mais par contre, de l'autre côté, il faut se rendre compte aussi que l'intelligence artificielle permettrait peut-être d'être dans un monde moins pollué. On pourrait avoir des capteurs de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. On pourrait avoir tout un tas d'outils extrêmement utiles pour mieux gérer. C'est-à-dire mieux gérer les ressources en énergie, mieux gérer l'agriculture, mieux contrôler les choses. Il n'y a pas que du contrôle, hein. Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de statistiques dans notre environnement qu'on n'a pas et qui ne nous permettent pas de décider en connaissance de cause. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui doit être blanc ou noir, c'est plein de gris, avec des apports extrêmement utiles pour comptabiliser. Je vais prendre un autre exemple, les différences entre hommes et femmes. Par exemple, si je traque sur les images vidéo qui arrivent sur les télévisions, je vais regarder que les grands leaders, ou les gens qui parlent beaucoup, sont plutôt des hommes. Voilà, ça me permet d'étiqueter un peu le monde et de pouvoir après, sans doute, changer les pratiques pour avoir des meilleures pratiques qui seraient plus consensuelles, plus égalitaires, plus équitables, moins discriminantes. Est-ce que parce qu'on parle… Pourquoi est-ce qu'on fait toujours cette opposition? Et vous parliez effectivement de la construction de certains composants. Est-ce que c'est quoi? C'est les métaux rares qui posent un problème? Oui. Et d'une certaine manière, c'est vrai qu'on n'a toujours pas répondu à cette question des métaux rares. Il y a eu un ouvrage de Guillaume Pitron, notamment, qui était plus axé d'ailleurs sur la construction des automobiles, des voitures électriques, etc. Mais en réalité, sur ces métaux rares, il y a encore un flou. C'est ce qu'on veut amener aussi dans le numérique. Rien que dans mon laboratoire, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle et de traitement automatique de la langue, eh bien, on a une cellule responsable
dans laquelle on va essayer de comprendre, par exemple, sur des données liées à l'écologie et à l'utilisation de nos machines, etc., comment on pollue. Quelle est la charge, en fait, liée à l'utilisation de ces différents objets qui vont effectivement, comme vous le dites, du métaux rare à l'énergie que ça a dépensée, à tout un tas de choses. Comment après on peut réutiliser ou pas ces différents objets, enfin toute la chaîne, d'accord ? Toute la chaîne d'utilisation, de construction et d'utilisation. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et j'ai pas la solution, moi. Hein. Je dis juste que ce sont des compromis à trouver et qu'on ne jette pas tout, on essaie d'avancer. Et la meilleure façon d'avancer, c'est d'être curieux, d'essayer d'aller comprendre comment on peut quantifier ça. Et c'est bien que les chercheurs s'attaquent à ce genre de choses. Donc, on a 3 grands sujets. Moi, j'ai une chaire IA sur l'IA responsable et éthique dans ce laboratoire. Et donc, je travaille sur comment ces machines peuvent nous manipuler et qu'est-ce que je pourrais avoir comme métrique pour éviter d'être manipulé avec les Google Home et tous ces trucs qui nous parlent. Il y a cet aspect d'écologie et puis il y a aussi un aspect de science ouverte, c'est-à-dire connaissance. Alors, sur l'aspect écologie, nous avons une question de Julie qui vous demande, est-ce que le stockage des datas ne demande pas non plus énormément d'énergie? Comment est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut stocker moins, par exemple? Elle a tout à fait raison. C'est un des vrais sujets aussi qui va dans le sens de la compréhension de ce qui est utile ou pas. Et on se rend tout à fait compte, comme elle le dit, que même à l'échelle d'un laboratoire de recherche, on fait sans arrêt des vides. On enlève, on enlève, on enlève. On n'est pas tout le temps comme une mémoire d'humain qui oublie. Il faut oublier plein de choses, il faut sélectionner ce qui est vraiment utile et sinon c'est une gabegie terrible d'avoir à stocker tout comme ça là. Donc elle a raison, mais j'ai pareil pas la solution I. Je dis La juste solution, d'ailleurs, pour tout un chacun, Laurence de Villers, est-ce que ça ne serait pas dans les 12 000 mails qu'on a sur Gmail ou sur Yahoo, bien sûr, de régulièrement trier, les bien sûr. purger? Et on Bien fait sûr. tous la même erreur. Bien sûr. Non, mais pour l'instant, on est dans cette richesse, cette abondance qui va peut-être sûrement changer. C'est-à-dire que la sortie de cette crise pour laquelle l'économie ne va pas forcément se relever facilement va peut-être nous amener à être plus vigilants sur la dépense. La dépense des données en est une. Et par exemple, les prestataires qui vous envoient telle promotion, telle annonce pour telle opération qui va être faite, est-ce qu'eux aussi vont prendre conscience et vous envoyer moins de mails qui tombent directement Sur les dans les spams, spams ou qui polluent et qui fait perdre du temps énormément. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a tous les niveaux, que ce soit virtuel ou réel, à tout niveau, on doit songer à ça. Et ce n'est pas un univers très différent. Pour moi, le numérique fait partie de notre vie complètement. Donc, on a ces dépenses à contrôler dans notre vie, dans la réalité, et ces dépenses à contrôler dans cette vie virtuelle. Alors, d'autres questions. Didier nous dit que les blockchains et les cryptoactifs produisent de l'énergie qui doit être récupérée. Et d'ailleurs, il y a des exemples concrets de récupération. Alors, ce n'est pas mon expertise, ce domaine, donc je ne vais pas La répondre. crypto. Non. Enfin, je vais répondre de façon tellement vague que ça n'a aucun intérêt. En effet, on a suffisamment de politiques qui répondent de manière vague, donc on ne va pas rajouter à cela. Vous avez absolument raison. Pas sûr que les mails que nous supprimons consomment beaucoup moins d'énergie en n'étant peut-être pas complètement supprimés partout. Voilà ce que dit quelqu'un qui nous écrit aussi. Oui, ça c'est un vrai souci, c'est-à-dire que lorsqu'on supprime, il faut vérifier que comme on s'est recopié X fois pour sauvegarde ou par vous-même ou par des machines automatiquement, il faut vérifier ce que c'est que effectivement l'oubli d'une donnée. Est-ce qu'il y a vraiment un oubli ou est-ce qu'on ne fait que des choses en pensant que c'est fait mais sans le vérifier? Donc ça, c'est encore, Autre question pour vous, et là ça commence à s'accumuler et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vous écoutent attentivement. Est-ce que les Green IT sont des techniques de réponse? Qu'est-ce qu'on entend par Green IT? Oui, C'est un mot tellement vague. c'est comme l'économie verte, oui. Voilà, bon, mais j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bien sûr, il faut être green de partout, mais arrêtons de s'attacher qu'aux mots. Quand je dis green IT, j'ai rien dit. Je peux faire du bad IT derrière, d'accord? Donc moi, je veux qu'on lève les capots. C'est pour ça que je vous dis, faites pas trop confiance à ces outils comme ça. Le traçage, c'est pas un joli mot. L'intelligence artificielle, c'était très mal choisi comme mot aussi. Donc il faut qu'on arrive à comprendre mieux, à démystifier, en fait,
qu'est-ce qu'elle veut dire ces mots, à quoi ça correspond, et à répondre précisément sur cela. Alors, à bas les mots, en tout cas, utilisons-les à bon escient. Moi, j'avais une question pour vous qui est un peu double, mais ça va un peu dans le même sens. Il y a eu il y a eu des millions de personnes en télétravail, ça existe encore. Ouais. Et il y a des boîtes comme PSA qui aujourd'hui se disent qu'après tout, ce confinement a fait des petits, ou en tout cas a fait une jurisprudence parce qu'on va garder certains personnels en télétravail. Il y a eu d'autre part aussi comme un brisage du plafond de verre sur la téléconsultation. Et tout Est-ce à fait que vrai. là aussi, on est passé dans le monde d'après? Alors, oui et non. Vous avez raison, le télétravail, on n'était pas tellement habitués. Moi, je donne des cours en amphi, par exemple. Bon, donner des cours à un amphi de 80 ou 100 personnes, c'est pas possible encore. On n'a pas les bons outils pour faire ça, donc il va falloir qu'on travaille plus. Le télétravail dans les entreprises, c'est pas mal développé. Il y a eu des gens qui ont été avisés en donnant des ordinateurs aux personnes qui travaillaient avec eux qui n'en avaient pas. Donc, on s'est rendu compte du problème de matériel qui était là ou pas là, de la couverture, de la facilité d'utiliser ces outils d'interaction. Cet outil, par exemple, Zoom, est décrié par beaucoup, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour dire que c'est parfaitement, comment dire, non hackable, la sécurité des données que l'on est en train d'échanger n'est pas directement téléchargée par quelqu'un d'autre. Enfin, il y a encore plein de niveaux de sécurité à vérifier partout, mais effectivement, on a progressé. Sauf que ce télétravail implique aussi de réagir sur la déconnexion, de comprendre bien quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. Et le droit à la déconnexion, c'est un des vrais sujets quand même de ce monde numérique qui tend à nous impliquer dans un travail 24 heures sur 24. J'exagère, on dort encore, mais il y a des gens qui se couchent très tard et qui se lèvent très tôt et qui sont directement connectés. La télémédecine est passée de 1% à 11%, ce qui veut dire en fait 1 million alors que c'était 100 000 avant. Donc c'est extraordinaire le bond, mais il faut encore vérifier ces chiffres, à savoir est-ce que ce sont des appels téléphoniques ou est-ce que c'est avec des tablettes ou des interfaces avec vidéo. D'accord ? Donc ça, c'est pas clair. La deuxième chose, c'est qu'on a réalisé effectivement, grâce à la télémédecine, si je prends la télémédecine, le super outil, enfin, c'est pas seulement un outil de remplacement d'un humain, parce que c'est tout sauf ça. Le numérique n'est pas un remplacement. C'est à chaque fois en complémentarité qu'il faut le comprendre. Et la télémédecine l'a bien montré. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas me déplacer pour aller dans un hôpital parce que j'ai peur d'être contaminée. Et le médecin, par exemple, a peur aussi d'être en contact toute la journée avec des porteurs du virus. Donc, cette distance physique, on l'a compris comme étant ici un grand bénéfice dans cette crise. Donc la télémédecine, c'est amplifié. Il y a encore des zones blanches, il y a des endroits où il n'y a pas de médecin. Donc la télémédecine est très utile lorsqu'on n'a pas de médecin. Il faudra aussi qu'on ait plus de façons de faire une vraie consultation à distance avec des objets, donc de l'IoT, de l'Internet of Things, des objets permettant d'être au contact réel de la personne à travers différents outils ou par le biais d'infirmières qui seraient là, qui prendraient des mesures avec un certain nombre d'outils. Mais effectivement, ça change la relation patient-médecin. Les médecins qui freinaient aussi les cas de fer contre ces interfaces ont compris tout l'intérêt Plus pour pour eux. des histoires d'argent que pour des histoires de Oui. technologie, si je peux me permettre. Pour des histoires de pouvoir aussi, je pense. Parce que dès lors qu'on a ces outils numériques, moi j'ai eu le Covid, moi. J'ai utilisé un oxymètre, par exemple, ou des choses comme ça, et j'ai des médecins qui m'ont dit, comment ça, vous avez un oxymètre ? Ça devrait être comme un thermomètre. On devrait avoir un certain nombre d'objets. Or, les médecins nous disent, et ça j'ai été assez étonnée par ce chiffre-là, donc en étant au CCNE numérique, on est dans un environnement de gens qui réfléchissent à cette pandémie, qui sont des médecins, des informaticiens, des philosophes, etc. Ils ont sorti un chiffre qui était terrible, enfin le chiffre peu importe, mais en tout cas, on était très en retard en Europe et en France, tout particulièrement, sur la connaissance médicale. Et que les enfants à l'école n'avaient pas conscience, ils apprenaient tout à fait ce que c'est que l'ADN, la génétique, mais pas finalement le soin ou les symptômes de la grippe, de différents sujets médicaux. Et que ça, il allait falloir l'apprendre à l'école. Et je pense que ça aussi, c'est important. Cette pandémie nous amène à bien comprendre
là où il y a des manques, là ce qu'on n'a pas bien fait. Et je pense qu'à l'école, il va falloir faire ça de la même façon qu'on va aussi aménager de la pédagogie autour du numérique. Une autre question pour vous, Laurence de Villers. Est-ce que l'apport de la 5G, c'est-à-dire le rapport intérêt-consommation écologique, est intéressant ou est-ce que c'est une aberration écologique dans 95% des cas? Il y a la politique aussi, ce n'est pas seulement un problème écologique, c'est un problème très complexe sur lequel, c'est pareil, je ne vais pas donner mon opinion. Est-ce que c'est grave, docteur, puisqu'on parlait de téléconsultation? C'est sans doute grave, mais c'est une donnée statistique. On dit qu'on donne à peu près le chiffre de 17% pour dire qu'il y a en France 17% de population qui est électronique. Oui. Est-ce que c'est grave, docteur de Villers? Oui, c'est très grave, quelque part, et en même temps, c'est un choix. Alors, ce qu'il faut comprendre… Toujours. Pas toujours. Oui, alors, dans certains cas, ça ne l'est pas, et donc c'est grave. Et je pense qu'on pensait, par exemple, dans cette idée d'outils qui pourraient aider les personnes à comprendre si elles ont été au contact de personnes qui étaient atteintes du virus, à donner des téléphones. Il y a des téléphones qui valent 10 €. Hein. Il y a des possibilités, en fait, de répondre à cela de façon correcte. Je pense qu'il y a un moyen, il y a eu des entreprises qui ont donné des portables, il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité sur le numérique aussi. Et je pense qu'il faut se prendre conscience de ça. Hein. Donc, on a un problème d'Internet, la couverture n'est pas parfaite encore partout, pas avec les mêmes débits, comme vous l'avez dit, pas avec les mêmes possibilités. Et de la même façon, les matériels doivent devenir communs, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que les personnes… Et puis, pour les personnes âgées, moi, j'ai été sidérée par le fait que, effectivement, dans les EHPAD, on n'ait pas plus pris conscience de la fragilité, de la vulnérabilité des gens, qu'on ne les ait même pas comptabilisés au départ dans les nombres des personnes atteintes. C'est un vrai sujet de société et de regard vis-à-vis des gens plus âgés. Et là, il y a aussi un gouffre qui s'ouvre. Donc, vous voyez, toutes ces questions m'amènent quand même à me dire demain, j'espère que ce ne sera pas la même chose. On parlait tout à l'heure, vous et moi, des Alexa, des assistants électroniques. Est-ce que c'est ça qui vous a fait faire une publication sur les robots émotionnels, sur des robots et des hommes? Eh bien, disons que mon sujet de recherche depuis les années 2000, c'est essayer de comprendre dans les inflexions de la voix et dans la façon dont on s'exprime, quels pourraient être les indicateurs d'une certaine émotion, par exemple, ou des indicateurs sociaux, de relations entre les gens. Et donc, c'est un sujet extrêmement intéressant qui a commencé au MIT en 97. MIT, c'est un grand laboratoire donc à Boston. Et je me suis intéressée à ça parce que les premiers systèmes qu'on a utilisés, je ne sais pas si vous vous rappelez, le système vous disait, bon, donnez-moi ça, vous lui disiez autre chose. Et si vous étiez en face, au téléphone, en train de dire c'est n'importe quoi, le système disait, veuillez répéter votre question. Bon, on peut faire mieux. Donc, pour un souci de meilleure compréhension aussi de ce qu'on voulait faire avec ces machines qui nous répondent, j'ai commencé à travailler sur l'affect, qui m'a emmenée dans ce monde de complexité. Et je pense que la complexité est réelle en ce moment de la technologie et nous amène à être obligatoirement en pluridisciplinarité. Donc, ça m'a amené à travailler avec des psychologues sur les émotions, avec des sociologues, avec des philosophes. J'ai eu la chance de travailler au niveau européen ou mondial sur ces sujets. Et c'est vraiment, à mon avis, une grande différence aussi qu'il va falloir amener à la sortie de crise et dans la suite de ce qu'on fait en recherche, c'est avoir ce niveau de pluridisciplinarité. On se bat depuis trop d'années pour avoir aucun résultat. Très peu. Et du coup, c'est très intéressant ce que vous dites parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, en me disant que vous avez sans doute été bercé par ce film et qu'on a essayé d'humaniser ce bon vieux Hal qui, à un moment donné, essaye de prendre les commandes du vaisseau. Comment on fait? On écoute de la musique, on s'inspire aussi comment on fait pour travailler cette voix? Alors, en plus, je suis bien placé en tant qu'homme de radio pour détecter, pour avoir les sensibilités de la voix. Comment est-ce qu'on fait pour puiser l'inspiration dans ces diverses sources? Alors, il y a plein de niveaux différents. Donc, effectivement, la voix laisse transparaître votre état de santé.
hein, si vous êtes enroué, moins enroué, sûr de vous ou pas, donc des émotions, la compréhension que vous avez aussi des sujets. Donc on peut détecter non seulement les mots que vous dites, mais en plus, c'est ce qu'on appelle la paralinguistique, on va chercher des indices en plus. Donc on enregistre des signaux vocaux, donc d'interaction, et ça peut être des signaux de dialogue humain-humain, sur lequel on va demander à des annotateurs de mettre des symboles liés aux émotions. Donc, euh, soit en décrivant toute l'action et tout le contexte, mais plus souvent grâce à des étiquettes émotionnelles. On va dire à tel endroit, la personne était en colère, à tel autre endroit, elle était triste. Et puis ensuite, on fait de l'apprentissage machine en récupérant plein de morceaux comme ça qui ont été étiquetés, que ce soit sur la voix ou sur le visage, pour essayer d'entraîner une machine capable de percevoir si un stimuli s'approchant à ce que vous l'avez mis dans le corpus va être plus proche de la colère, la joie ou la tristesse. Donc je dis partout que cela est pas robuste et que cela ne prend pas en compte assez de contexte pour être utilisé. Et malgré tout, il y a beaucoup d'idées d'utiliser des outils comme cela pour le recrutement, les RH, pour différentes choses. Par contre, pour suivre quelqu'un qui est en dépression ou qui a une maladie pathologique avec des décroissances ou même la maladie de Holter, je sais pas si c'est se mettre en colère à n'importe quel moment, qui est difficile parce que quand vous allez voir votre médecin, vous n'êtes pas forcément en colère. Bon. Si on peut avoir un suivi de ce que vous dites toute la journée, eh bien, on pourrait comprendre mieux pourquoi les déclencheurs et sûrement mieux aider à gérer des pathologies comme celle-là. Donc, sur le grand âge aussi, sur Alzheimer, on se rend compte que la machine peut être très présente et déceler aussi des souffrances dans la voix et alerter les gens. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours vivre avec des machines, hein, mais il y a des vraies utilités dès lors qu'on a adapté ces systèmes qui répondent à la voix, à votre voix ou en tout cas, si vous l'avez utilisé un certain temps, quoi, pour pouvoir être plus sûr de ce qu'elle prédit. Mais c'est des sujets compliqués, quoi. Hein. C'est des sujets sur lesquels c'est de la perception. On n'est peut-être pas d'accord, vous et moi, en n'étant déjà pas du même genre et en n'ayant pas le même background ou connaissances culturelles ou d'éducation sur le jugement de quelqu'un en colère ou pas en colère. Donc, vous voyez bien que c'est très subtil. Donc, c'est pour ça que je suis atterrée par… atterrée, mais ça c'est de la naïveté de penser autrement, ceci dit. Voilà, il y a un déploiement en marketing qui paraît être génial, etc. Mais avant tout, c'est pour des applications médicales que moi, je pensais que c'était intéressant. Et de la même façon, comme on a parlé de ces assistants vocaux, je pourrais mettre les pieds dans le plat en disant qu'après tout, est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une machine qui vous dise « Tiens, mets-moi la 40e symphonie de Mozart ». On peut très bien se déplacer et se mettre soi-même. Bien sûr. Non, mais tout à fait d'accord pour ce genre d'utilisation. C'est du gadget. On a énormément de gadgets qui viennent empiéter sur des réalisations utiles. Mais par contre, on va s'apercevoir quand même à la sortie de la pandémie qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont été isolés pendant quelques mois et qui pourraient avoir quelques séquelles de cela, hein, à travers des problèmes psychologiques, de solitude, de détresse, de dépression. Le monde médical et les psychiatres et les psychologues sont très alertés en fait sur ces suivis. Parce qu'en fait, quand on vit tout seul, sans ces rythmes que nous amène la vie de tous les jours, on va travailler, on prend le train, etc. Et on mange avec quelqu'un, et voilà. Elle peut être rapidement déréglée. Et pour peu qu'on soit dans une solitude émotionnelle aussi, sans savoir à qui appeler, on peut se retrouver vraiment dans des situations qui vont être difficiles à vivre. Et ces objets, malgré tout, pourraient être utiles dans ces cadres-là. On l'a vu autrement aussi. Alors, les Américains l'ont utilisé par exemple avec des soldats qui revenaient de la guerre, qui étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Et devant un psychiatre, ils avaient du mal à en parler. Et devant une machine, ils n'avaient pas de mal à en parler. Pour les femmes violées aussi, ça a été utilisé. Enfin, je vais arrêter de dire que c'est forcément très utile, mais il y a certaines utilités et il ne faut pas masquer le problème. D'autre part, il est important de travailler en recherche dessus pour savoir quels sont les systèmes qui vont arriver de Chine ou du Japon ou de je ne sais où, des États-Unis. Parce que Alexa Amazon, qui vous dit qu'il ne détecte pas vos émotions? Pour l'instant, il est censé pas le faire, mais je n'ai pas réellement d'informations sur ses capacités. Il n'est pas vérifié. Il n'y a pas du tout de contrôle sur ces systèmes. D'abord, ils me manipulent en première ligne, puisque
Dès que je fais une recherche par moi-même, j'ai plusieurs choix. Si je parle à une machine ou en lui demandant où je vais acheter ma pizza, il me donne directement en fait un site. Donc là, j'ai la manipulation et peut-être des accords de commerce Marketing. derrière. Voilà. D'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, jusqu'où peut aller je dis bien dans les prochains mois, ces fameux mois des pré-crises, jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle, et en reprenant mon exemple de 2001, l'Odyssée de l'espace, jusqu'où il ne faut surtout pas qu'elle aille. Dans les quelques mois après crise, ça m'étonnerait que on tombe dans HAL, qui est pourtant un vieux film. Mais pourquoi je suis sortie de mon laboratoire? C'est pour dire que malgré tout, il y a des manipulations possibles parce qu'on anthropomorphise ces machines. On projette sur ces machines les capacités humaines. Et d'autant plus si on ne sait pas très bien en fait comment elles sont faites, ces machines. Et comme vous entendez des discours qui font peur comme ça, donc la science-fiction est une chose, elle précède tout, la science-fiction précède toujours la science et elle a une certaine utilité d'anticipation et puis d'imagination. Mais on a des discours en ce moment de transhumanistes qui laissent à entendre que l'intelligence artificielle va venir du niveau des humains, supérieur aux humains, que ces robots qui vont nous ressembler de plus en plus seront des humains. Tout ça, c'est fake news, tout ça. C'est ridicule quand on travaille dessus. On se rend compte qu'on est à un niveau là et que et tout le monde fantasme. Donc, oui, il faut se dire qu'il est important que les chercheurs donnent la réalité des choses. Et les chercheurs jouent majoritairement le jeu, qui est de donner ce qu'ils savent à un niveau où ils le savent, en doutant quand il faut douter et en expliquant qu'il y a des zones de gris, comme je disais. Donc, il faudrait savoir dans la société aussi, un peu mieux manipuler sans doute les chiffres, les probabilités, les statistiques, et comprendre qu'on nous manipule facilement avec ces nombres. Et dans cette même veine, Julie qui nous repose une question, est-ce qu'il faudrait une sorte d'ONU, de Nations Unies du numérique, pour vérifier la conformité des utilisations, notamment des datas? Oui, elle a raison. Alors, nous, on a la CNIL qui vérifie beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Mais vraiment, elle vérifie beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de non-dits sur la CNIL. Non, il travaille beaucoup. Alors, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, lorsqu'on fait des systèmes informatiques, on est obligé de vérifier quand même qu'ils ne sont pas dangereux. Hein. Ce qu'on vérifie moins, ce sont les usages. C'est-à-dire que lorsque vous allez déployer la machine, qu'est-ce qui va se passer après? Surtout sur ces machines qui accumulent les données et pour certaines qui pourraient avoir des capacités d'apprendre en continu. Donc là, il est urgent de faire des observatoires pluridisciplinaires de ces objets pour essayer de faire des audits en continu. Ça, c'est le vrai sujet. On l'a monté, on l'a mené à partir de 2016. Moi, j'ai participé à beaucoup de comités d'éthique pour parler de ces sujets-là. On a voulu le faire avec le G7, au dernier G7 qui avait lieu à Biarritz, de pousser un groupe international qui serait une sorte d'ONU du numérique, vous avez raison. Et pour l'instant, on en est à quelques accords entre le Canada et la France et on n'en parle plus. Alors vous me direz, nous sommes dans la pandémie, mais il devrait être urgent, alors qu'on est dans cette pandémie et qu'on se rend compte de ces problèmes, de donner tout pour l'urgence, si vous voulez, ne doit pas servir à perdre en souveraineté sanitaire et numérique. L'urgence, c'est pas il ne faut pas tout faire de façon précipitée. Il faut faire au maximum pour aider tout le monde, bien entendu. Hein, c'est la santé avant tout pour moi. Mais il est important de bien comprendre les risques que l'on est en train de faire. Donc, on est en train de travailler beaucoup à la CCNE numérique sur ces enjeux et ces risques. Et je vous encourage à donner à la fin, peut-être sur un site, les liens avec ces billets et ces bulletins qui apportent de façon assez raisonnable les enjeux, les bénéfices et les risques, en appuyant… on parle beaucoup de l'humain. Voilà une autre question. On parle beaucoup de l'humain. On parle beaucoup de l'humain et j'essaye parce que la question n'est pas très bien formulée. En tout cas, quels sont les âges? Est-ce qu'il n'y a pas, en gros, c'est ça que veut nous dire ce spectateur, est-ce qu'il n'y a pas quelques avantages et beaucoup de contraintes? Voilà. L'humain dans l'IA. Non, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages et qu'il y en aura de plus en plus dès lors qu'on aura compris, démystifié en fait
les choses et puis ramener à sa juste mesure. Le jour où vous démystifiez, vous n'allez pas acheter n'importe quoi. Vous n'allez pas dire oui au premier industriel qui vient vous voir en disant je fais de l'IA, donc ça va vous apporter une puissance économique en plus. Donc, et puis, je pense que l'écologie, effectivement, le respect de l'environnement, le fait de ne pas dépenser outre mesure cette énergie métaux rares et énergie électrique, etc., va nous pousser à choisir. Et il faudra choisir avec acuité ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça qu'il faut lever le capot, il faut arrêter. Là. C'est terminé la paresse. La paresse qui est je retweet sans lire le tweet. J'achète Oui, sans vraiment comprendre qu'il y a une notice et qu'il va falloir regarder la notice. Il va falloir apprendre à faire, comme disaient les grands-mères, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de répondre. Moi, je dirais que c'est la même chose si on veut vraiment démystifier les choses, c'est ça. Et puis, c'est faire des recherches pour comprendre quels sont les vrais mobiles derrière. Parce que derrière ces outils numériques, il y a forcément des humains qui veulent faire du profit pour l'instant. Donc, il est aussi essentiel de mettre en avant que ces outils numériques sont bénéfiques pour la santé, pour l'écologie, et pas forcément pour faire du business. Pas que. On peut faire du business vert, comme vous avez dit. Laurence de Villers, vous êtes auteur de plusieurs livres, vous en avez quelques-uns sous la main, peut-être à nous montrer à Oui, l'écran et alors, commenter. oui, alors j'ai commencé donc à être très fâchée de ce que j'entendais dans les médias et par certains auteurs qui n'étaient pas du tout dans l'IA et qui en parlaient beaucoup. Et donc j'ai produit ce livre-là. Donc des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Je parle beaucoup de science-fiction, je parle beaucoup des lois d'Asimov. Et moi, je faisais à l'époque beaucoup de tests dans des EHPAD avec des robots émotionnels pour essayer de faire comprendre ce qui était la capacité de ces machines et également pour essayer de comprendre le rapport humain-machine. Et donc, j'ai donné à la fin, en plus des règles des lois d'Asimov, j'avais produit 11 commandements. Tu ne divulgueras pas mes données à n'importe qui. Tu oublieras tout si je te le demande, etc., etc., à partir de mes expérimentations. D'accord ? Tu pourras toujours m'expliquer tes comportements si je te le demande. Tu seras loyal, etc. Donc, je donnais toute une liste à la fin sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre algorithmique et aussi en audit si on voulait aller plus loin vers des robots un peu plus On utilisables espère en que toute ces conscience. commandements ne sont pas des vœux pieux, Laurence de Villers. Non, non, ça concerne les données, le traçage, le mensonge. C'est assez pragmatique. Et ce n'est pas forcément des vœux pieux, parce qu'on commence à travailler sur des objectifs comme ça. Le second, c'était plus pour dire, voilà, mon domaine, c'est les émotions à travers les machines. Donc, principalement, détecter à partir du comportement des humains quelles pourraient être leurs émotions. Comment c'est utilisé ? Ça commence à être utilisé en santé. Donc, on peut traquer des dépressions, le stress. Dans certains cas, ça peut sauver la vie de quelqu'un aussi. Donc, il faut faire attention. La surveillance. Qu'est-ce que c'est que la surveillance avec ça ? Et là, je suis moins, moins positive. La sexualité, parce que ça commence à émerger à travers des robots sexuels. Il y a déjà des choses qui arrivent et un enfermement avec des objets autour de nous qui nous isolent encore plus. Et donc, je disais l'éthique dans tout ça. Donc, c'est l'état actuel de ce qu'on peut faire. La crainte que j'ai de mes chers collègues, pour certains qui essaient de mettre dans ces machines une espèce d'identité émotionnelle, donc personnalisation, plus l'idée de donner des idées de souffrance et de plaisir à la machine, qui pourrait réagir avec des intentions. Alors tout ça est de l'imitation totale, mais les marchés que ça ouvre sont pour le moins difficiles à envisager, Ouais. sans parler d'éthique. Je crois qu'on a compris votre pensée. Et alors, une dernière question d'Antoine. Étant donné que l'IA est basée sur la masse de données et la puissance de calcul, est-ce que Facebook ou Google ne va pas avoir une avance incontournable? Bon, alors, oui et non. Oui, parce que c'est eux qui ont le plus de données et en plus, on leur donne partout. Et quand il s'agit de faire un traçage qui va être géré par la France, ben on dit non, surtout pas, attention, mes données, je ne veux pas les donner. D'accord ? Donc, il faudrait un tout petit peu réfléchir à ça. Et la deuxième chose, c'est non, parce qu'on sait aussi que ce n'est pas les big data qui sont les plus importants, ce sont les rich data. C'est en fait la diversité des données qui sont les plus importantes. Et dans ces données qu'on récupère en grandeur énorme, eh bien, il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément utiles pour mettre en œuvre un système plus performant.
Donc, on travaille beaucoup en recherche en tout cas, puisqu'on n'a pas ces mannes de données non plus. On travaille aussi beaucoup, même si effectivement c'est fulgurant d'avoir des données, parce qu'on là, on ne se pose pas de questions. On travaille beaucoup en fait sur des outils performants avec peu de données. Eh bien, merci beaucoup. Deep learning. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Laurence De Villers. Merci à tous d'avoir suivi notre webinar sur Positive Planet. On peut lire ce que vous nous avez présenté, également la souveraineté numérique dans l'après-crise, puisque ça vient de sortir aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir participé. Merci.